Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres de votre JT. Fortement impactées par la crise sanitaire, les entreprises monégasques peuvent bénéficier de soutiens complémentaires. Mais comment le département des finances et de l'économie élabore ces mesures? Quelles sont les priorités du gouvernement? Quels sont les fonds alloués pour ces aides? Nous en parlerons avec le ministre Jean Castellini. Affectés par le coronavirus, certains en gardent encore des séquelles. Nous vous emmènerons ce soir dans un service du CHPG peu connu du grand public, celui de rééducation et de réadaptation après la Covid-19. Puis nous nous intéresserons à ce phénomène que nous avons tous pu constater hier soir, Monaco dans la brume. Comment expliquer cet épais brouillard? Impacte-t-il la qualité de l'air en principauté? Valérie Davenet, directeur de l'environnement, nous éclairera à ce sujet. Jean Castellini a tenu un point presse aujourd'hui, il sera notre invité dans quelques instants. Avant de l'accueillir, retour sur sa conférence qu'il a donnée aujourd'hui avec le directeur du Welcome Office, Laurence Garino. Alexandra Pani était sur place. Des commerces et des entreprises qui tournent au ralenti, des clients qui se font plus rares ou encore des échanges à l'international qui se complexifient. Depuis un an, la situation pour ces entrepreneurs monégasques est morose. Les mesures d'aide de l'État ne s'arrêteront pas en ce premier trimestre 2021. On adapte en fait le dispositif. Les aides sont aujourd'hui affectées aux entreprises qui étaient déjà bénéficiaires de la CARE, donc qui avaient déjà été éligibles en 2020. Et donc on prolonge en fait ce soutien. Et ensuite, on peut imaginer que certaines entreprises dans ces secteurs particulièrement sinistrés, comme le tourisme, l'événementiel et la restauration aussi, peuvent ne pas avoir fait de demande en 2020 en pensant qu'ils allaient sur leur réserve, que ça allait repartir, que ça n'allait pas durer si longtemps. Malheureusement, la réalité est tout autre. Donc nous acceptons des nouvelles demandes, mais dans ces secteurs vraiment particulièrement ciblés, avec des dossiers très complets, des éléments chiffrés, probants. Des dossiers envoyés avant le 12 mars, en ce premier trimestre 2021, pour l'ensemble des bénéficiaires. Le seuil d'éligibilité de perte du chiffre d'affaires est réduit à 40% au lieu de 50% précédemment. La part du loyer mensuel est augmentée, passant de 50% à 80%. Pour les secteurs ciblés, une indemnité spéciale de 2 500 € mensuels leur sera versée pour ce premier trimestre. Depuis juillet 2020, 226 entreprises ont été soutenues par la CARE, ce qui représente 9 millions d'euros d'aides subventionnées. Quand on étudie des dossiers de la CARE, on voit qu'il y a un pendant avec la transition numérique, donc le fonds bleu. Donc on va inciter des entrepreneurs à postuler au fonds bleu, parce qu'ils ont des projets de transition numérique fort intéressants que l'État peut aider. Donc voilà, on essaye en fait à chaque fois de trouver dans un fonds d'une couleur ou d'une autre, ou bien dans le cadre par exemple de l'EPCP, des entrepreneurs n'ont pas forcément vu qu'il y avait l'exonération partielle des charges patronales, en tout cas qu'il pouvait y avoir accès. Donc c'est toujours ça au moins à payer à la fin du mois pour l'entreprise. La cellule Covid-19 entreprise mise en place il y a bientôt un an a permis à 889 entreprises de bénéficier du revenu minimum extraordinaire et à 843 de l'aide aux petites sociétés. 150 millions d'euros ont été mis de côté au budget primitif 2021 pour accompagner les acteurs économiques cette année encore. Vous pouvez retrouver toutes ces aides et les différentes mesures sur le site covid19.mc. Et nous avons voulu comprendre comment ces mesures étaient élaborées, sur quels indicateurs le gouvernement princier se basait pour les mettre en place. Le ministre des Finances et de l'Économie est avec nous ce soir. Bonsoir Jean Castellini. Bonsoir. On vient de voir dans le reportage d'Alexandra Pani les mesures mises en place pour soutenir l'économie monégasque. Comment vous concevez ces mesures de soutien? Ce sont des mesures que nous concevons dans la durée. Ce qui est important, c'est de se replacer dans un contexte qui maintenant dure depuis près d'un an. Nous avons été constamment à l'écoute des acteurs économiques. Nous avons largement concerté avec les élus du Conseil national dans le cadre de la CARE, du comité mixte de suivi de la Covid-19. Nous avons concerté également largement avec les professionnels.
Je pense que nous avons su et pu démontrer que nous agissons toujours avec un souci de pragmatisme, de souplesse et de cohérence par rapport à la situation que nous vivons. Et les mesures qui ont été annoncées cet après-midi lors du point presse vont également dans ce sens. Le dialogue entre le Conseil national, le gouvernement et les personnes concernées, c'est le principal indicateur pour pouvoir élaborer ces mesures ? Oui, c'est un indicateur essentiel à la mesure de la taille de notre pays et de la qualité des relations institutionnelles que gouvernement et Conseil national ont su établir dans la gestion de cette crise, que nous avons également préservé, je pense même amélioré avec les professionnels et les instances, les syndicats, les associations qui les représentent. Et nous avons la capacité, en effet, à Monaco, de faire du sur-mesure. C'est ce qui est particulièrement apprécié de la part des acteurs économiques. Alors, quelles sont les priorités du gouvernement, de votre département ? Les priorités, ce sont à la fois de soutenir ceux qui continuent de souffrir le plus. Je pense aux activités qui font l'objet depuis plusieurs mois de fermetures administratives, les salles de sport, les bars, dans une moindre mesure les restaurants, mais aujourd'hui ils doivent fermer le soir et cela ampute significativement leur chiffre d'affaires. Et puis bien sûr, toutes les activités de l'événementiel et du tourisme. Là, nous sommes dans l'accompagnement, nous sommes dans le soutien. Et puis nous devons également penser à la relance. Nous avons inscrit 75 millions d'euros au titre du plan de relance et nous les dépenserons dans le courant de l'année 2021 sur des actions. Vous vous souvenez qu'il y a plusieurs couleurs de fond, blanc, rouge et blanc, bleu et vert, sur des actions de soutien au commerce, notamment à travers l'implication du gouvernement et l'action de Carlo, notamment aussi au niveau du fonds bleu, le numérique qui nous permet de donner des débouchés nouveaux, des perspectives nouvelles à certains acteurs en principauté et de faire travailler les entreprises du secteur du numérique. Et puis bien sûr la transition écologique, la transition énergétique avec les fonds verts et le fonds blanc. Mais vraiment l'idée, c'est de passer ce cap, d'être aux côtés, de n'abandonner personne et puis de se préparer malgré tout. Il faut se projeter dans l'avenir, se préparer à cette relance et à ce développement de nouvelles activités en principauté. Et Monaco a les moyens de le faire, a les ressources nécessaires pour poursuivre ce soutien ? Oui, Monaco a les ressources pour poursuivre ce soutien. Nous avions eu, lors des débats budgétaires en 2020 et des votes par le Conseil national des divers budgets rectificatifs, la possibilité de déployer des sommes très significatives. Nous avons, par exemple, au printemps 2020, aidé plus de 2000 entreprises avec le revenu minimum extraordinaire, l'aide aux sociétés, ce qui a représenté une dépense de près de 30 millions d'euros. Et nous avons également, au niveau de la CARE, aujourd'hui, depuis qu'elle existe, depuis l'été 2020, dépensé une dizaine de millions d'euros de manière beaucoup plus ciblée, avec au lieu de plusieurs milliers d'acteurs, quelques centaines d'acteurs, mais une fois encore les acteurs qui méritent que nous démontrions au niveau du gouvernement toute notre solidarité, et elle doit aussi se manifester bien sûr par une évolution et une adaptation des aides, et c'est ce qui a été évoqué cet après-midi lors du point de presse. Et on l'a bien compris, monsieur le conseiller, l'objectif premier est de soutenir l'emploi en principauté, de le préserver. C'est de préserver l'emploi, bien évidemment, ça c'est le présent. Il y a eu, à travers la mise en place du CTTR sur l'année écoulée et encore aujourd'hui, des mesures très fortes et des sommes très importantes qui ont été mobilisées. Mais il peut y avoir également une préservation ou un développement de l'emploi à travers la relance économique. Et c'est tout l'intérêt du plan de relance, des 75 millions
qui vont être dépensés cette année et du soutien à l'économie à travers, d'une part, des aides, des subventions, mais aussi, bien sûr, un accompagnement dans la durée pour sortir de cette crise avec un modèle économique monégasque qui aura prouvé sa capacité à s'adapter et à se réinventer. Eh bien, merci beaucoup, Jean Castellini, d'avoir été avec nous ce soir pour faire le point. Merci à vous. Cette crise économique découle d'une crise sanitaire qui commence d'ailleurs à durer dans le temps. Pour certains patients ayant été hospitalisés pour cause Covid, la route est encore longue. Nous vous emmenons ce soir dans un service du CHPG peu connu du grand public sur le plateau technique de rééducation. Plus de détails dans ce reportage de Christine Datomel. Au tout début de la pandémie, il est vite apparu la nécessité pour les malades atteints de la Covid-19 d'une intervention de rééducation et de réadaptation. 15 à 20% des patients qui ont été affectés par l'épidémie gardent des difficultés fonctionnelles, limitant leurs activités journalières et ayant un impact sur leur vie sociale et professionnelle. Des symptômes qui, malheureusement, sans intervention, ne disparaissent pas tout seuls. Une cinquantaine de symptômes a été répertoriée à ce jour, répartis en 4 grands groupes. Il y a des symptômes, des conséquences fonctionnelles, on va dire cardio-respiratoires, la toux persistante, de l'essoufflement, de la fatigue à l'effort ou de la difficulté à effectuer un effort d'endurance. Il y a des symptômes qui sont neurologiques musculaires, avec une fonte musculaire qui peut être parfois extrêmement marquée, mais aussi ce qu'on appelle des myopathies acquises, donc une altération du fonctionnement musculaire acquis. Il va y avoir des symptômes qui sont plutôt de l'ordre du cognitif, avec des difficultés de l'humeur, des troubles anxieux ou dépressifs, mais aussi ce que l'on appelle une perte du dynamisme fonctionnel, qui peut parfois aller jusqu'à la phobie du mouvement, la phobie de la respiration. Et le quatrième, c'est la désorganisation neurologique du mouvement, du geste, que ce soit pour des gestes de motricité fine, comme se saisir d'un petit objet, ou pour de la motricité beaucoup plus complexe, comme se verticaliser, se tenir assis ou marcher. Contrairement aux idées reçues, les patients nécessitant des soins de rééducation et de réadaptation ne sont pas forcément ceux qui ont été touchés par une forme grave de la maladie. Il y a assez classiquement, bien sûr, des patients avec des comorbidités qui ont fait des séjours hospitaliers, dont de la réanimation de façon un petit peu prolongée, mais pas uniquement. On accueille donc des patients jeunes, en bonne santé jusque-là, actifs professionnellement, sportifs pour certains, et qui gardent donc ces difficultés sur du long cours. Suite à une hospitalisation ou à une nécessité de rééducation, différents niveaux de prise en charge sont présentés aux patients. Il se verra alors proposer soit des exercices à effectuer à domicile, soit l'assistance d'un kinésithérapeute de ville, ou encore le patient pourra être accueilli au CHPG sur le plateau technique de rééducation. Parlons de toute autre chose à présent. Vous avez peut-être immortalisé ce phénomène météo qui nous a tous surpris hier. Une nappe de brume a recouvert la principauté, plaçant le rocher sur un nuage. Nous avons voulu savoir à quoi correspondait cet épais brouillard qui a causé pas mal d'interrogations et animé de nombreux débats. Pour cela, nous avons contacté le directeur de l'environnement. Bonsoir Valérie Davenet. Bonsoir Émilie. On a entendu brume, entrée maritime, pollution aux particules fines. Pouvez-vous nous éclairer et enfin mettre un mot sur ce phénomène? 2 phénomènes différents, Émilie. D'abord, depuis mardi, une qualité de l'air en principauté qui se dégrade et qui est due à des montées de particules fines, des taux de particules fines qui augmentent et qui sont dus au sable du Sahara qui est transporté par ce flux qui arrive de l'Afrique vers l'Europe depuis dimanche sur les côtes françaises. Ça, c'est la première chose et c'est la raison pour laquelle on est sous surveillance étroite depuis mardi pour surveiller la pollution de l'air due à la montée des concentrations de particules fines. Et puis effectivement, hier soir, une brume marine qui est arrivée et qui est différente, puisque ce sont des entrées maritimes
qui provoque de la brume et la cause, l'explication résulte d'une masse d'air chaud qui passe sur une surface beaucoup plus fraîche et notamment l'eau de mer. Et il y a un phénomène de condensation, en tout cas, qui provoque cette brume. C'est ce que j'allais vous dire, ça a offert un spectacle un peu mystérieux. On le voit actuellement à l'écran avec ces images de drone de MC Click. Hein. C'est vrai que c'était spectaculaire, mais en tout cas, ça n'est pas lié à de la pollution de l'air. Ce n'est pas un phénomène de pollution en termes de qualité de l'air. C'est ce que j'allais vous dire, on parle de pollution, ça n'a rien à voir, par exemple, avec la pollution émise par des véhicules, par exemple. Absolument rien du tout. Là, c'est le taux d'humidité quelque part, et nous on l'observe sur nos réseaux de mesure, et on le voit, hier le taux d'humidité l'après-midi a fortement augmenté, donc c'est un phénomène comme le brouillard, où on ne peut pas aller jusqu'à du brouillard, mais en tout cas c'est de la brume très très dense. Alors ces particules fines présentes sur la Côte d'Azur a fait déclencher l'alerte de niveau 2 dans les Alpes-Maritimes avec une vigilance renforcée. Est-ce que nous devons être inquiets de ce type de pollution? Alors d'abord, l'intérêt dans les suivis de pollution, c'est d'essayer de connaître les sources. Là, pour le coup, on connaît la source et c'est les particules de sable que l'on mesure en tant que particules fines qui sont évidemment apportées par le flux d'air en provenance du Sahara. Normalement, les particules fines en ville, c'est plutôt des témoins de la pollution au trafic routier. Donc il y a des alertes parce que les surveillances de la qualité de l'air sont on a des process, et ces process, à partir de certaines concentrations de particules fines, quelles qu'elles soient, ça peut être un feu de forêt, ça peut être du brûlage d'herbe, ça peut être de la pollution due au trafic, il y a des déclenchements d'alerte. C'est pour ça que la qualité de l'air était qualifiée comme étant dégradée ce matin. Hein. Tout à fait. Le pic est arrivé chez nous en termes de particules fines dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est très visible sur nos capteurs et sur nos données. L'indice de qualité de l'air d'ailleurs jeudi était dégradé, avec un prévisionnel dégradé. Et c'est toujours le cas, mais ça devrait aller mieux, en tout cas d'ici dimanche, c'est le prévisionnel que fait la région voisine aussi. Valérie Davenet, comment sont effectués ces tests de la qualité de l'air en Principauté? Il y a des capteurs un peu partout en Principauté? Oui, il y a un maillage important sur un réseau depuis les années 90. On a 5 stations fixes qui maillent le territoire où on analyse l'ensemble des polluants, oxyde d'azote, oxyde de soufre, les particules fines, l'ozone, et puis on fait aussi les métaux lourds et les oxydes de carbone. Et on a complété ce réseau aussi avec des microcapteurs, aussi 8 microcapteurs qui complètent ces données sur des zones plus ponctuelles. Alors je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec le réchauffement climatique, la hausse des températures, mais dernièrement l'INSEE a publié un focus sur la météo. On a pu constater plusieurs épisodes caniculaires, mais aussi des épisodes pluvieux anormaux pour certains durant l'année 2020. Comment on peut expliquer tout ça? Dans ce focus, il y a toute une partie sur 50 ans de données, donc des données moyennées sur 10 ans depuis 1971. Et ce qu'on voit, c'est peut-être 2 choses importantes. Un, des températures qui augmentent, ces moyennes sur 10 ans qui augmentent. 15,7 degrés sur 10 ans en moyenne pour la période 1971-1980, et pour la période des 10 ans jusqu'à 2000, on est plutôt sur 17 degrés, un peu plus de 17 degrés, donc une augmentation nette sur l'ensemble de ces pas de temps. Et une deuxième information qui est primordiale, c'est une augmentation des minima de température sur ces moyennes de 10 ans aussi. Et ça, c'est très clair. Donc on a une tendance effectivement au réchauffement et à une augmentation des températures minimales. Un focus sur la météo que l'on peut retrouver sur le site de l'INSEE. Merci beaucoup Valérie Davenet d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir enfin mis un mot sur ce double phénomène que l'on a pu apercevoir en Principauté. Merci beaucoup Émilie, à bientôt. On retrouve Frédéric Elion pour une large page sport. Bonsoir Frédéric, on débute par du football. L'AS Monaco reçoit Brest dimanche à 13h pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.
L'heure de la confirmation pour les Monégasques après leur succès référence 2-0 au Parc des Princes dimanche dernier. Monaco sera peut-être la seule équipe à prendre 6 points face au PSG cette saison. Preuve que les joueurs de Niko Kovac sont des candidats crédibles et légitimes au podium. La rencontre contre Brest dimanche a néanmoins tout du match piège. Yeah, every game after I would say a big victory is difficult, and as you mentioned, 1 o'clock, it's not a typical kick-off time for a football game, so it is very difficult for both teams. And we changed a little bit, so we tried to do the 2 last training sessions, so today and tomorrow at 1 o'clock, to adapt a little bit. We're playing at home. Our ambition is to win the game, but I also know that Brest is a very tough team. It is very difficult to beat them. We saw it in the first game and last game against Lyon. I saw also the game. It was very tight, especially in the second half. So we're expecting a very tough opponent, a very difficult game, but we want to play for sure more offensively. Monaco est invaincu depuis 11 journées en Ligue 1, Émilie, et reste sur une superbe série de 9 victoires et 2 matchs nuls. Et nous évoquerons d'ailleurs cette belle dynamique de l'AS Monaco dans notre JT de demain avec le défenseur chilien Guillermo Maripán. On passe au sport auto avec la reprise du championnat de Formule E ce week-end, Frédéric. Avec 2 courses en Arabie Saoudite pour lancer la 7e saison de ce championnat dédié aux monoplaces électriques. La première se déroule ce vendredi soir et la deuxième demain. Les 2 e-prix se disputeront sur le circuit urbain de Darija en banlieue de Riyad, la capitale saoudienne. Et les pilotes du team Rocket Venturi Racing ont participé aux qualifications du premier e-prix cet après-midi. Superbe performance d'Eduardo Mortara qui a participé à la Superpole et termine 4e de ses qualifications. Norman Nato s'élancera lui en 12e position sur la grille ce soir. Du basket à présent, après un calendrier très allégé ces derniers mois, la Roca Team va enfin reprendre un rythme normal. Réunie en assemblée générale lundi matin, la Ligue nationale de basket a approuvé le calendrier de la fin de saison de Jeep Elite. La reprise est programmée le week-end prochain, le 6 mars, avec pour objectif de jouer toutes les rencontres de championnat d'ici le 15 juin. La Roca Team va retrouver un rythme plus conforme aux saisons précédentes avec 3 matchs en 8 jours dès la semaine prochaine. La réception de Nanterre en Eurocup mardi 2 mars, celle de Pau en Jeep Elite samedi 6 et un déplacement à Malaga un mardi 8 mars en Eurocup. Et la Roca Team qui vient tout juste d'annoncer la signature d'un nouveau joueur, Frédéric. Le meneur de jeu Brandon Frazier, capable d'évoluer au poste 1 et 2, pose ses valises sur le rocher. Âgé de 28 ans, l'Américain a évolué cette saison en Turquie au Fethiye Belediyespor, où il tournait à 12,1 points, 5,2 passes et 2,7 rebonds. Le MVP des finales et du championnat ukrainien en 2016 se distingue par ses qualités de passeur et possède un shoot fiable. Passé par les championnats espagnols et allemands, Brandon Frazier ne pourra pas être aligné en Eurocup, le délai de qualification étant passé, mais il pourra aider la Roca Team en Jeep Elite. On passe aux prévisions météo. À quoi peut-on s'attendre pour le début du week-end ? Il y aura toujours du soleil, Émilie, mais les nuages seront plus nombreux dans le ciel, notamment à partir de la mi-journée, où des passages nuageux denses sont attendus. Côté température, il fera 10 degrés le matin et 13 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h09 pour se coucher à 18h16. Samedi 27 février, nous fêterons les Honorines. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous parlions tout à l'heure des mesures pour soutenir l'économie en principauté. La permission pour les restaurants d'ouvrir pour le déjeuner en est une, mais tout cela bien évidemment entouré de restrictions et de règles sanitaires. Illustration avec les photos de Michael Alési et Stéphane Dana. À demain, samedi, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.